Et dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, on continue à parler macroéconomie et des banques centrales, des impacts de leurs décisions, évidemment, sur les marchés. Avec notre invité Frédéric Ducrozet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la recherche macroéconomique et avec vous, on analyse. On a eu vraiment une avalanche de décisions, ou plutôt de non-décisions, statu quo pour la majorité des banques centrales sur ce qui se passe en ce moment. Quel est votre regard justement, Frédéric, sur ce qui s'est passé du côté de la Fed comme pour la BCE ? Alors, on savait que ça allait être un exercice de communication, de risk management pour la plupart de ces banques centrales. Il n'y en a qu'une cette semaine, la Banque centrale d'Australie, qui a monté les taux directeurs, qui est déjà un petit peu une exception avant même ce conflit, et donc qui finalement ne fait que mettre en œuvre déjà plus ou moins les projets qu'elle avait. Les autres sont dans le flou total, comme on l'est tous. Quelque part, la réponse la plus honnête de toutes les banques centrales cette semaine aurait été simplement d'émettre un communiqué en disant en pause, on ne sait pas, on attend de voir que les chocs se dissipent, on l'espère, et que les effets directs et indirects se matérialisent. C'est pas comme ça que fonctionne une banque centrale, en tout cas dans leur fonction de réaction et dans leur, je dirais, calibrage des anticipations de marché en particulier. Elles se doivent d'être forward-looking, elles se doivent de nous donner un peu de clarté sur les directions à venir. Et ce que beaucoup d'entre elles ont fait, et la Banque centrale européenne en particulier, c'est de parler de scénarios possibles et de réactions potentielles des banques centrales en fonction de l'évolution, bien sûr, des prix de l'énergie et du conflit dans sa durée, dans sa sévérité, dans sa propagation à l'économie réelle. Pas de grosse surprise sur le fait qu'il n'y a pas eu de décision. Alors justement, Frédéric, quels sont ces différents scénarios évoqués par la BCE ? Pour elle, c'est celle, effectivement, il faut le reconnaître, objectivement, qui a le plus travaillé et qui a été le plus flexible parce que d'habitude, elle prend une date, en l'occurrence qui aurait été mi-février, très éloignée de tous les événements récents, complètement déconnectée de la réalité actuelle, pour faire des hypothèses, pour travailler. Le staff des économistes de la BCE fait des projections. Cette fois, elle a fait une exception, ce qui arrive très, très rarement, mis à part la pandémie et encore. La BCE ne l'avait jamais fait. De vraiment coller au marché et essayer de déjà imaginer les projections d'inflation qui sont revues fortement à la hausse pour cette année, à 2,6% de moyenne. On est sur un impact très important. Sur la croissance, une révision à la baisse de 30 points de base, de 0,3%, ce qui est là aussi quelque part déjà significatif alors qu'on est dans le flou. Et malgré ça, la BCE nous dit attention, ne nous précipitons pas. En tout cas, dans le scénario central, il n'y a pas de raison de surréagir. On vient d'avoir entre-temps des sources qui arrivent souvent, une forme de ballon d'essai dans le marché, suggérant que la BCE pourrait déjà commencer à penser à une hausse de taux dès le mois d'avril. Je pense que c'est prématuré. Mais dans le scénario central, il y a ce choc déjà qui est pour partie déjà matérialisé. Et la BCE, qu'est-ce qu'elle nous a dit ? Qu'elle surveillera les effets indirects, autant si ce n'est plus que les effets directs sur l'inflation. On a toute une liste d'indicateurs qu'il va falloir surveiller dans les semaines qui viennent. Oui, de manière assez simpliste peut-être, certains disent, mais si on anticipe un choc sur l'économie de manière générale, c'est-à-dire que voilà une baisse de la croissance, comme vous voulez le dire, pourquoi monter les taux ? Ça aura un effet amplificateur justement de cette baisse, ou c'est vraiment le trigger de l'inflation qui est le plus important pour la BCE ? Alors, elle a un mandat simple, unique, très clair, qui est la stabilité des prix. Et en plus de ce mandat qu'il a amené par le passé, certains diront, à juste titre, je pense, à faire des erreurs de politique économique, sous Jean-Claude Trichet en particulier, monter les taux, effectivement, quand c'est un choc d'offres et qu'on ne peut pas finalement faire grand-chose pour faire baisser les prix de l'énergie, si ce n'est peut-être même aider à limiter la casse dans l'économie, c'était pas forcément la bonne décision. Maintenant, ce qui s'est également passé depuis, c'est une pandémie et une crise inflationniste sans précédent qui, à mon avis, entraîne chez beaucoup de banquiers centraux et notamment la BCE une forme de stress post-traumatique. Plus jamais ça. Et donc, même si on peut être d'accord, et l'immense majorité des économistes est d'accord en théorie avec le fait que la Banque centrale, Fed, BCE et d'autres ne doivent pas réagir à ce type de choc, au moins initialement, on sait que l'alternative peut être plus grave encore si les anticipations d'inflation, si les ménages, les entreprises adaptent leur comportement à ce choc d'inflation et aggravent quelque part encore la situation en augmentant les prix, les coûts, les salaires, etc. Tout ça dans une boucle inflationniste. Et c'est un scénario qu'on peut imaginer, mais qui reste pour le moment, j'espère encore, loin d'être le scénario central.
Alors voilà pour la BCE. Du côté de la Banque centrale américaine, donc qui a parlé hier, également le statu quo, mais là avec une optique un petit peu différente. C'est vrai que pour la Fed, on était sur une anticipation de baisse de taux, hein, voire plusieurs baisses de taux. Là, c'est un petit peu passé de mode ou certains l'espèrent encore pour la fin de l'année? Quelque part, c'est plus facile pour les banques centrales qui vraiment allaient effectivement, étaient tout proches de baisser les taux d'intérêt. Ils pensaient, avaient préparé le terrain pour la Fed aux États-Unis, mais aussi la Banque d'Angleterre. Hein. C'est peut-être le revirement le plus radical de la journée. Une Banque d'Angleterre qui, elle aussi, pense peut-être même à monter les taux d'intérêt, alors qu'il y a 2 semaines, elle les aurait quasiment, de manière certaine, baissés. Toutes les situations sont différentes. La théorie, un choc d'offres, vous ne devez pas réagir en tant que banquier central. La pratique, elle est très différente, notamment, comme je l'ai dit, après 2022. La Fed est dans une situation encore plus compliquée. Vous l'avez dit juste avant avec vos invités, les États-Unis sont moins exposés, moins vulnérables à ce choc énergétique. D'un autre côté, le marché du travail est peut-être dans une situation plus fragile. Les derniers chiffres sont moyennement rassurants. L'inflation était plutôt en train de ralentir malgré les tarifs douaniers. On avait un boost budgétaire qui arrivait. Enfin, toutes les conditions étaient différentes. Et en plus, le boss, le chairman, va changer au mois de juin avec Kevin Warsh qui arrive et que le président espère voir baisser les taux. Donc c'est une équation très difficile. Dans le doute, abstiens-toi. Je pense que c'est vraiment le conseil que retient la Fed et qui retient pour le moment encore un biais baissier. Ça, c'est crucial pour le marché. Mais honnêtement, entre les lignes et dans la conférence de presse de Jérôme Powell qui a suivi, c'est bien moins clair que ça. Elle aussi, elle est quand même toujours bien dans le flou. Si l'économie justement dérapait d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, ces banques centrales, est-ce qu'elles arriveraient en soutien comme lors d'autres crises? Alors on pense au quantitative easing, on pense à plusieurs... Elles ont un arsenal maintenant très très large hein, pour être contracycliques. Oui, quand il s'agit de monter les taux d'intérêt, toutes ces banques centrales pensent que c'est plus facile. Parce que vous montez les taux d'intérêt, vous effectivement créez des dommages, hein, vous ralentissez la croissance, c'est le but, vous ralentissez la demande pour in fine ralentir l'inflation. Quand il s'agissait au contraire de refaire remonter l'inflation vers sa cible, c'était peut-être plus compliqué. Donc ça, c'est un premier point, mais la difficulté supplémentaire, c'est qu'on ne parle que de ce conflit du choc énergétique et des conséquences directes et indirectes sur l'économie. On n'a pas oublié, et la Banque centrale certainement pas, les conditions qui prévalaient avant ce choc, et notamment les craintes sur le marché du travail, je l'ai dit, liées à l'intelligence artificielle et à la disruption du marché du travail en particulier, mais aussi de l'économie en général. La crainte également et les inquiétudes sur le crédit privé, notamment aux États-Unis, plus qu'en Europe. Donc vous aviez d'autres raisons pour une Fed qui était déjà à un niveau plus élevé de taux d'intérêt, probablement encore un peu restrictif, pour au moins revenir à un niveau plus neutre, voire légèrement en dessous. Je pense encore une fois que si ce choc énergétique finit par se dissiper, en tout cas aux États-Unis, la justification reste valable pour une ou deux baisses de taux cette année. Mais c'est le calendrier qui, à mon avis, est encore plus incertain qu'il ne l'était il y a tout juste un mois. Oui, alors on a vu bien évidemment, Frédéric, que cette guerre, elle rebat complètement les cartes et même les allocations d'actifs. On en parlait à l'instant voilà, avec vos camarades. Pour vous, justement, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce contexte incertain? Comment on réagit là, dans les équipes de gestion que vous conseillez? Tout dépend un peu du point de départ de chacun, du profil de risque, de l'horizon de temps. Évidemment que des investisseurs avec un horizon de temps très court vont pouvoir envisager toute une série d'ajustements, y compris peut-être de protections qui ne sont pas encore excessivement chères sur des marchés qui malheureusement étaient d'ailleurs ceux qu'on privilégiait il y a encore peu, hein, y compris en Europe ou dans les pays émergents, ceux qui sont aujourd'hui les plus exposés à ce choc-là, en tout cas de manière tactique, temporaire. Ce à quoi nous, on a plutôt tendance à s'accrocher, c'est à nos convictions de fond, sur les actifs tangibles, sur les actifs réels, sur les actifs qui vous protègent contre l'inflation, en l'occurrence de ce choc-là aussi. Peut-être un peu moins les actifs classiques de valeur refuge, comme les métaux précieux, qui vivent, entre guillemets, un peu leur vie en ce moment, et une corrélation qui est plus élevée avec les marchés en général, mais peut-être sur des valeurs voilà, de long terme, dans des marchés qui ont toujours des perspectives de croissance importantes. C'est toujours une mauvaise idée de surréagir dans ces cas-là. Et je pense que là aussi, il faut se recentrer sur les convictions qu'on a sur un portefeuille qui, de toute façon, y compris en action, va
normalement, hein, encore délivrer des performances à long terme relativement insensibles à ce qui se passe au plan géopolitique, même si ce choc, vous l'avez dit et vous avez raison, est de nature à changer la donne pour cette année. En tout cas, on observe un grand reset sur les indices actions. On était pratiquement sur les plus hauts, on volait pratiquement de record en record encore mi-février. Là, on voit que l'Asie et l'Europe perdent complètement leur avance par rapport aux États-Unis qui eux-mêmes étaient flats et s'enfoncent un petit peu dans le rouge depuis le début de l'année. Absolument, et les chiffres étaient pourtant tous en ligne avec cette histoire, entre guillemets, qui a une dimension structurelle. Hein. Vous parliez aussi de la baisse du dollar, on peut en débattre là aussi, mais sans parler de vendre du dollar ou de vendre ses actifs en dollars, et encore moins les valeurs technologiques qui sont celles justement aujourd'hui qui peut-être conservent des perspectives de croissance à long terme encore très bonnes, il y avait ce mouvement de diversification qui était en cours. On a souvent des cycles très longs sur la devise, des cycles très longs sur certains types de marchés. Et je pense qu'on avait atteint un point d'inflexion l'année dernière avec la guerre tarifaire, la guerre commerciale, avec un certain nombre de questions sur les institutions américaines et sur la devise elle-même. Et effectivement, la question est de savoir maintenant si c'est une pause de 1, 2, 3 mois ou plus dans un mouvement séculaire qui va reprendre, ou s'il va falloir revoir des perspectives de croissance pour certains pays européens, certains pays émergents, en fonction notamment, tout simplement, de la vulnérabilité de l'exposition aux matières premières, de la diversification ou pas que ces pays ont réussi à construire sur les années notamment récentes après la guerre en Ukraine et la crise énergétique, et savoir si il y aura peut-être plus de diversification au sein même de ces zones. Je pense aux pays émergents. On ne peut pas mettre tous ces pays dans le même panier aujourd'hui. Vous aviez évoqué l'Amérique latine où je suis d'accord, il y a là aussi des pays qui semblent moins vulnérables à cette crise-là. Il faut faire la distinction entre les effets immédiats de ce choc, malgré les risques d'une guerre durable, et les perspectives de long terme qui, à mon avis, côté dollar versus le reste du monde, sont encore valides. Ouais, pas de surréaction à ce stade. Merci Frédéric Ducrozet. Je rappelle que vous êtes responsable de la recherche macroéconomique chez Pictet Wealth Management. Cette édition de Smart Bourse se termine. Merci de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez bien sûr en replay sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Abonnez-vous également à Smart Trade. Et puis dès demain, vous retrouverez Grégoire Favé à partir de 17h. Excellente soirée à tous.